Nous retrouvons nos chers invités, Pasteur Edo, commis président du mouvement Martin Luther King, et Adam Adjono, journaliste. Il est le directeur de publication de Vision Afrique. On parlait de la Sierra Leone et de ces 144 victimes de l'explosion de ce camion citerne. On parlait également de 57 dans un état grave, plus 11 dans un état on ne peut plus critique. Pasteur Edo, commis, vous voulez ajouter? Non, je voulais juste dire que on pouvait éviter ces morts si les populations étaient suffisamment renseignées. C'est-à-dire, c'est ça l'ignorance. Parce qu'on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher d'un camion citerne qui connaît de l'explosion. Ce n'est pas normal. Et tout à l'heure, la pauvreté qui a été évoquée, le facteur de la pauvreté est tout à fait normal, est tout à fait justifié. Mais il parle de la corruption. Ouais, oui, mais c'est vrai quand même que les gens... On comprend son prisme aussi, mais la pauvreté... La pauvreté, c'est parce que les gens sont pauvres, et surtout c'est gratuit. Il faut aller extraire, il faut aller prendre pour ne rien payer. Alors ça peut servir 1-2 semaines, ça peut leur servir 1 à 2 semaines. Comme on le dit souvent. Bien sûr. Ça peut faire quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Et si cette thèse-là est retenue comme ça peut faire quelque chose, bon donc c'est comme ça, les gens vont perdre leur vie. Vont perdre leur vie. Parce que c'est des produits inflammables qui prennent feu. Et du coup, cela ne peut que engendrer, cela ne peut que conduire à des morts d'hommes. Pourquoi il faut s'y approcher? Pourquoi il faut s'y approcher? Et c'est pourquoi il faut sensibiliser. Il faut que les populations soient suffisamment sensibilisées sur ce genre de trucs. Et du coup, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'autres vies pouvaient être encore sauvées s'il y avait des moyens de pouvoir prendre leur prise en charge dans les centres sanitaires hospitaliers. Bon donc, ce n'est pas la première fois que nous vivons ces dangers en Afrique. Ça se répète, c'est récurrent. Et du coup, il faut quand même que ces camionneurs aussi, des fois, il y a eu un certain laisser-aller par ces gens parce qu'à certains moments, vous les voyez même s'arrêter et aussi faire le business. Oui, ça existe, oui. Vous les voyez s'arrêter pour faire le business. Et parce que le liquide qui a quitté le point de départ, en principe, ne doit plus connaître, selon les techniciens, ne doit plus connaître un arrêt service jusqu'à ce qu'on arrive quelque part où on a les moyens légaux pour pouvoir, les moyens légaux, je parle des moyens légaux. Parce qu'en cours de route, c'est des moyens frauduleux qu'on utilise. Et du coup, ça embête, ça met du mal sur le camion qui peut à tout moment, dans le cours du voyage, peut s'exploser. Vous voyez encore. Donc, les gens font leur affaire, leur business. Vous les voyez partout au cours de la route, vous les voyez s'arrêter. C'est pour prêter du carburant aux gens et prendre et puis ils mettent dans leur poche. Donc, tout ça là, c'est parce que les gens, c'est leurs intérêts. Et regardez ce qui s'est passé. On ne peut que vraiment présenter nos condoléances, à nos compatriotes de la Sierra Leone, que ceux qui sont dans des conditions maintenant difficiles, dans des cas graves, qui puissent être secourus, qui puissent revenir à la vie. Adam, ce n'est pas aussi cela la CEDEAO. On parle du Libéria, on parle également des médecins ivoiriens qui sont allés en Sierra Leone. Dans ce genre de situation, il faudrait Libériens, oui, Libériens, on parle également des Ivoiriens. Alors, dans ce genre de situation, il faut une mobilisation sous-régionale. Bien sûr. Oui, et c'est en ce sens-là, d'ailleurs, même que normalement, nous avons aussi des instruments sous-régionaux qui liés donc aussi à la santé. Et puisque vous savez, cette solidarité-là doit aussi s'exprimer aussi non seulement dans le malheur, mais quand même de prévention. Il y a des dispositifs de prévention qui sont mis en place. Mais sauf qu'au niveau de la CEDEAO, moi je pense que c'est toute la chaîne qui est aujourd'hui à réformer. Puisqu'ils ne sont pas aussi actifs et ne s'expriment pas. Efficace, c'est pas d'efficacité. L'efficacité aussi est là, oui. Et en temps normal, je pense que lorsque ces drames-là se produisent, au lieu de mettre en place des protocoles qui sont la lourdeur du dispositif, il faudrait véritablement qu'on ait des instruments instantanés qui puissent donc intervenir. Ça pourrait sauver ou carrément redéployer le matériel. Comme je le disais, je sais que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour mettre en place des unités de brûlis sophistiquées, pour prendre d'abord en charge un nombre comme tel. On peut
tout de suite se mobiliser, voir les pays, puisque ce n'est pas chaque jour aussi que tous les centres hospitaliers sont donc sollicités pour prendre en charge donc, des unités des gens qui sont aussi victimes des brûlis. Donc, c'est en ce sens qu'on peut directement donc, collecter ce dispositif-là et peut-être les redéployer ou carrément, vice-versa, redéployer carrément des patients. C'est aussi difficile parce que lorsque vous voyez des gens qui sont brûlés, vous voyez aussi l'état dans lequel ils sont, il est très difficile de pouvoir leur évacuation. Donc j'estime que le fait de redéployer le matériel sur place serait quand même l'option la plus efficace pour permettre à ce que de pouvoir sauver. On pouvait véritablement donc sauver beaucoup d'entre eux. Et dans ce domaine, cela peut s'exprimer par le fait que la CEDEAO, par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, et dans des 4 points des pays de la CEDEAO, de l'espace CEDEAO, qu'on puisse avoir ces genres de centres d'intervention rapide, comme des sapeurs-pompiers, mais des équipes médicaux, des équipes médicales qui sont au point. Et dès qu'il y a quelque chose comme ça, ben c'est les avions qui sont déployés vers des pays, vers ces pays-là pour de soutien. Et ça aussi, c'est l'expression de la CEDEAO. Ça dit que la CEDEAO ne soit pas seulement trop politique, mais en matière de la santé, qui est quand même... Seulement pour les coups d'État. non seulement. Je crois qu'il a dit quelque chose de très important et j'adhère à ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai voulu prendre la parole pour dire que cela devait s'exprimer autrement, que dès que ça déclenche immédiatement, il faut cette force. Il faut cette force qui se mobilise pour pouvoir porter de secours au pays concerné. Vous savez, nous les pays pauvres, souvent nous avions toujours de pouvoir donc exposer notre pauvreté sans savoir quand même. Si on s'organise, on peut faire quelque chose. Si on s'organise. Puisque entre nous, nous avons des outils de solidarité que nous-mêmes nous pouvons quand même nous donner. Et chaque fois lorsque ça se produit, on dit voilà, nous sommes pauvres, on regarde à l'extérieur. Or, nous avions vu lorsque, je pense que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, voilà, il y avait, en son temps, c'était le président américain et Donald Trump qui était là, qui avait voulu prêter main forte à la France en parlant donc de calendaire et même à conseil la France que actuellement pour donc arriver à pouvoir peut-être arriver à subjuguer un peu ce genre de drame là, il faudrait quand même qu'il y ait des outils de pointe qu'il faudrait commencer déjà par utiliser, notamment des calendaires ou qui sont, même quelle que soit l'attitude qu'on pourrait donc utiliser. Or, lui, il était prêt à envoyer des gens jusqu'à la France, mais entre nous, on arrive véritablement par les pays frontaliers d'ailleurs même à se porter main forte. C'est quand même désolant. Il faut revoir. C'est désolant et je pense que cela doit commencer déjà par être pris en compte dans les planifications politiques de nos États, à pouvoir peut-être ce que nous pouvons entre nos États pauvres, pouvoir donc porter main forte à nos voisins. Allez, on va quitter Freetown pour Conakry. Dans un entretien accordé à la télévision nationale, Mamadi Doumbouya, le chef de la junte en Guinée-Conakry, a rassuré l'opinion nationale et internationale quant à ce qui concerne l'avenir de son pays, la gestion également de son pays. Il a également parlé d'Alpha Condé, l'ancien président. Il a tout simplement dit que le sort de l'ancien président sera décidé par les Guinéens. Alors, Pasteur Edo, comme cette sortie, je sais que vous êtes très content. Vous êtes très content. Mamadi Doumbouya, finalement, il ne rate pas la CEDEAO, parce qu'en parlant ainsi, il s'adresse à la CEDEAO. Oui, il s'adresse à la CEDEAO et je crois qu'il fallait le faire. C'est de bon endroit, il fallait le faire. Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit sur ce plateau, je l'ai toujours dit que Alpha le sort. À l'époque, quand il luttait pour, il se préparait, il manigançait pour son troisième mandat. Je l'ai dit ici que on fera tout pour que Alpha Condé soit traduit devant les juridictions nationales et internationales. Je l'ai toujours dit ici, c'est de là, je m'asseyais là, et j'ai dit Alpha Condé connaîtra certainement un triste sort. Le voilà, nous sommes là aujourd'hui. Il est entre les mains de la justice de son pays. Et j'ai même dit le jour là que les organisations de défense des droits de l'homme en Afrique, nous devons nous mobiliser contre Alpha Condé. Je l'ai dit ici. Aujourd'hui, le voilà son sort qui est entre les mains de la justice. Et c'est parti. Quand son sort est avec tout ce qu'il a occasionné comme mort pendant son règne. Et surtout,
avec son projet démoniaque, son projet démoniaque de troisième mandat. Voilà là où nous en sommes. Et on a vu la répression organisée par ceux qui sont au pouvoir actuellement. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'était sous lui. C'est parce qu'il voulait un troisième mandat, il voulait un troisième mandat et il donnait des instructions aux gens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Donc, je veux dire que ça a été très clair, le message est clair, puisque la CEDEAO, à l'époque, nous crions ici sur le même plateau pour dire la CEDEAO ou ce qui se passe en Guinée. La CEDEAO où elle n'arrête pas Alpha Condé dans sa folle course, vers le mur. La CEDEAO a envoyé des émissaires. Oui, a envoyé des émissaires et qui n'ont jamais demandé la libération des personnes, des citoyens honnêtes mis en prison par Alpha Condé. Ils ne se sont pas souciés des morts qu'il y avait. Aujourd'hui, la CEDEAO se préoccupe de la libération d'Alpha Condé. Je dis merde. 80 ans. Non, mais 80 ans. 80 ans. Il n'a pas fait que il n'a qu'à de mauvaises choses. Non, je crois que ça doit servir de leçon. Je crois que le Doumbouya est dans un rôle, il a dit qu'il n'est pas le ministre de la Justice. Il faut que Alpha Condé soit traduit. Il faut qu'Alpha Condé réponde de ses actes devant les tribunaux. Et même si c'est reconnu, il est reconnu coupable. Maintenant, on pourra naturellement le libérer. Je pourrais plaider, je ne suis pas là, mais je pourrais demander qu'on le libère parce que... Par une grâce présidentielle. Que ça lui serve de leçon et que ça serve de leçon. Alpha Condé a commis trop de gaffes en Guinée. Et je crois quand même que le message doit être clair pour la CEDEAO. La CEDEAO qui luttait, qui faisait tout pour sa libération, n'a que des yeux pour pleurer parce que c'est clair qu'il ne va pas être... Et on le traite bien. C'est bien qu'on le traite très bien. Très bien d'ailleurs. Il a rassuré, il a dit également qu'il est bien traité. Et je dis, Serou l'avait dit que Alpha Condé, on ne doit pas faire du mal à Alpha Condé comme il a fait aux autres. J'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'il a tellement fait de mal aux Guinéens. Et je dis, il faut qu'ils connaissent le même sort pour qu'on sache que quand on a le pouvoir, on ne l'a pas pour nuire aux citoyens, pour nuire aux compatriotes, mais c'est pour leur faire du bien. Et donc, j'adhère à ce discours de colonel Doumbouya qui veut quand même que la justice traite le cas d'Alpha Condé. Et je crois que ça doit servir de leçon à ceux qui sont là au pouvoir, qui veulent toujours extrapoler 2e, 3e, 4e, 5e, voire autant de mandats, qu'ils sachent qu'un jour, il y a la justice. La même justice dont ils ont les leviers aujourd'hui. C'est la même justice. La même justice les juges, les magistrats, ce sont les mêmes juges dont ils se servaient hier. Le juger, ce sont les mêmes juges. Parce que c'est ça le cours de l'histoire. C'est ça le cours de l'histoire. Ça tourne, et vous ne pouvez plus avoir droit de regard. Et ces propos de Mamadi Doumbouya ont également une autre connotation, Adam Adjaranou, c'est ce défi sans cesse lancé à la CEDEAO. Oui, cela valait la peine pour la simple et bonne raison que d'abord la CEDEAO avait la latitude de pouvoir peut-être prévenir ce genre de crise. Il a tenté au niveau de la Guinée, mais il n'a pas aussi été percutant comme il le fallait. Et vous savez, on ne peut pas aujourd'hui parler de la Guinée actuelle sans se référer du passé. Et ce passé-là que se prévalait Alpha Condé, qui avait toute la latitude possible de pouvoir mettre son pays sur les rails démocratiques. Puisque de toute la façon, il se prévalait d'un démocrate. Et on comptait sur lui. Qui n'a pas su véritablement incarner durant son règne. Et comme on l'aurait pu constater au niveau du Niger voisin, par exemple, puisque lorsqu'on prend, c'est pratiquement dans les mêmes conditions, et qui a permis aujourd'hui d'être une référence pratiquement dans la sous-région en matière démocratique, puisque c'était pour la première fois également qu'on il y a un transfert de pouvoir. On pouvait aussi le constater au niveau de la Guinée, s'il n'y avait pas cet égo surdimensionné d'Alpha Condé de toujours vouloir faire un troisième mandat contre vents et marées. Je pense que c'est sans compter véritablement donc avec la population. Voilà pourquoi moi j'estime que vous allez constater que depuis sa chute, et lorsqu'on prend ceux qui font un peu les sondages d'opinion dans les pays, vous allez constater que si même, je peux me tromper, que voilà, les médias nationaux comme internationaux ne nous ont pas montré véritablement que voilà, il y avait un pan de la population qui était plus ou moins en désaccord avec le coup de ce push-là. Mais nous avons constaté pratiquement qu'il y avait
une adhésion de la population entièrement. Donc, on est libéré de Alpha Condé. Oui. Peut-être qu'on n'aime pas le coup d'État. Mais on est libéré. On est libéré de lui. C'est l'impression qu'on a. Oui, et surtout également Alpha Condé, qui n'a pas eu aussi le triomphe modeste, puisque lorsque la CEDEAO était dans cette logique-là, il y avait des émissaires qui étaient envoyés pour lui interdire que ce coup d'État était dangereux pour lui. Mais ils ont eu pour leur compte. Vous savez, Alpha Condé, lui, c'est quelqu'un qui a cette liberté de ton, qui ne fait pas dans la démesure en ce qui concerne, disons, ses écarts la plupart du temps, qui ne considère pas également la diplomatie dans ses palais, etc. Oui. Donc, de toutes les façons, on a laissé faire. C'est surprenant, hein, pour quelqu'un qui était dans l'opposition durant des années. On l'entend parler, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Des leaders socialistes en matière démocratique n'y était pas. Cela, je pense que prouve entièrement sur toute la ligne. Il n'a jamais voulu démissionner, il n'a jamais démissionné, il a refusé. Il a refusé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un pan du sujet qui était occulté par le passé, dans ce désarroi de la population. Et à l'égard de ce troisième mandat qu'il a essayé de justifier par le fait que c'était les femmes qui étaient d'accord à ce que donc, lui puisse donc postuler à ce troisième mandat. C'est elle qui avait payé sa caution. Ça voudrait dire quelque part que c'est au détriment de tous les tests de la nation. Parce que si on peut peut-être susciter une action aussi président soit-on pour justifier le fait qu'on peut faire entorse aux dispositions constitutionnelles et légales instaurées dans un pays, je pense que c'est dangereux. Et ça, je pense que la CEDEAO également a quand même sur toute la ligne une responsabilité lourde à jouer pour la simple et bonne raison que la CEDEAO avait la latitude de ne pas seulement envoyer, disons, des observateurs pour ces élections-là, on va tenir un ton ferme. Pour en réalité justifier son désaccord par rapport à ce passage en forme. Mais on a constaté que la CEDEAO a encore envoyé des observateurs. Ça voudrait dire quelque part qu'il adhérait. Il a cautionné et adhéré donc à ce troisième mandat. Et donc aujourd'hui, vous avez en face une population qui se dit voilà, une CEDEAO qui aujourd'hui dans les malheurs ne nous a pas assistés. Oui, et qui sont dans leur cohorte de syndicats de chefs d'État. Ouais. Et cela se justifie d'ailleurs. C'est ce qui est dit sans cesse. Tout à fait. Donc je pense, et c'est justifié également, parce que lorsque vous prenez toute la ligne, donc vous constaterez que la posture dans laquelle est aujourd'hui Mamadou Doumbouya, qui au jour d'aujourd'hui essaie quand même que de justice. Voilà, essaie de montrer, disons, une bonne foi en ce qui concerne de pouvoir réinstaurer le pays sur les rails démocratiques. Puis ça marche en tout cas. C'est ce qui a fait en sorte que la CEDEAO, jusqu'au jour d'aujourd'hui, essaie d'être un peu plus ou moins flexible au niveau de la Guinée. Mais il faut dire quand même que dans cette proportion-là, c'est vrai que le président du Ghana, qui est le président de la CEDEAO, qui pratiquement est en fin de mandat, c'est sous lui qui a eu donc ces 3 coups d'État. Et moi, je le disais lors d'une émission, je dis que voilà, c'est dans ces pays-là, le Mali et la Guinée, que la CEDEAO a plus perdu de face, même si c'est entre griffes. D'autres pays également peuvent également le révéler, avec la venue de Macky Sall qui va le succéder, je pense en décembre. Voilà, donc c'est vraiment pour peut-être donner un brief d'un article d'une analyse grande que nous avions instaurée au niveau de Vision d'Afrique qui va apparaître, dire que quelles sont les chances qui militent en sa faveur, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on dira que le président du Ghana a eu le mauvais sort sous son magistère de pouvoir connaître ces 2 mandats, mais le dispositif en place pour pouvoir sortir ces pays-là dans cette, disons, mauvaise passe en ce qui concerne la démocratie n'est pas là. Il n'y a rien qui prouve véritablement qu'il réussira. Donc maintenant, quels sont les champs qui militeront en faveur de Macky Sall à pouvoir véritablement remettre les... Et ça, je vais poser une question à Pasteur Edo par rapport à cela. Nana Akufo-Addo, avec toutes ces difficultés, on les a vues. Le Ghana, un pays anglophone, Macky Sall, qui est le président du Sénégal, un pays francophone. Alors souvent, on tasse la CEDEAO d'être l'électron, si on peut le dire, de la France. Les décisions prises par la CEDEAO, on dit souvent, c'est la France qui les envoie. Et le président Macky Sall va diriger la CEDEAO. Non, je voudrais d'abord, c'est vrai, je vais revenir sur cette question, mais je voudrais préciser que quand Alpha Condé disait que ce sont les femmes qui l'ont poussé à opter pour le 3e mandat, au même moment, au Niger, il y avait des jeunes
des jeunes et acquis à la cause du président et qui ont commencé par manifester. Demander qu'il on les a même arrêtés. Demander qu'il opte pour un troisième mandat. On les a arrêtés, on les a mis en prison, on les a même emprisonnés. C'était les mêmes figures. C'était les mêmes figures. C'était le même cas de figure. Ce qu'on retient, il a cédé le pouvoir, mais en politique, tout est possible. Ouais, tout est possible parce que je crois quand même que l'essentiel que nous savons, c'est qu'il n'a pas opté pour le troisième mandat. Il a quitté le pouvoir. Et il a dit plusieurs fois. Donc quand on revient, par exemple, sur la présidence du président ghanéen à la tête de la CEDEAO, ça n'a rien donné. C'est du fiasco. C'est du fiasco total. Parce qu'il ne savait pas sur quel terrain il venait. Il ne savait pas. Donc, avec de l'enthousiasme, il sait que c'était comme pour diriger le Ghana. Non, il a oublié qu'il est entré. C'est une sous-région, hein, c'est un espace communautaire et qui n'a pas les mêmes réalités. Et du coup, il voulait copiner avec les pays francophones. Et c'est vraiment... C'est catastrophique. C'est même espace. Son mandat est catastrophique. Donc, mais revenant au président Macky Sall. Macky Sall aussi, qui commence par décevoir. C'est vrai quand même qu'au Sénégal, quand vous allez à Dakar, vous allez dans la ville, vous allez au Sénégal. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un développement. Le Sénégal est en avance par rapport aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures ferroviaires. Comme en Côte d'Ivoire, il y a un travail qui est fait. Et les citoyens, les Ivoiriens et les Sénégalais peuvent se vanter d'avoir quand même des chefs d'État qui se mettent au travail pour leurs préoccupations. En dépit de tout. Maintenant, lui aussi, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Est-ce qu'il va opter pour un troisième mandat? Au Sénégal, ça va être dangereux. Très dangereux. Ouad l'a essayé, il a été battu. Mais je crois parce que les Sénégalais vont le laisser même jusqu'à aller au troisième mandat. Ouad, lui, il est allé il a été battu par la coalition. Donc, je crois que Macky Sall doit faire extrêmement attention et ne pas oser même avancer peut-être pas des acrobatiques constitutionnelles pour dire que non, donc il va faire un troisième mandat. C'est le moment de placer son pion. Vous avez vu, c'est le moment de placer son pion, celui-là qui va valablement le représenter aux prochaines élections présidentielles. Mais à la tête de la CEDEAO, je crois qu'il va apprendre les leçons de la défaite, enfin de l'échec. De l'échec cuisant de son prédécesseur, de Akufo-Addo, pour pouvoir tenir un langage plus diplomatique. Parce que la CEDEAO est en train de perdre une crédibilité, s'il y en a, il y en a, auprès du Mali et de la Guinée. Et donc, du coup, cela relance d'autres pays qui s'ils se retrouvaient jamais dans la gueule de ce syndicat des chefs d'État, va prendre une autre option, que celle pareille à celle que les deux pays ont. Donc, le président sénégalais, c'est vrai qu'on ne le veuille pas, tous les présidents sénégalais ont cette posture quand même de démocratie qu'on ne le veut pas, parce que le Sénégal, c'est une vieille démocratie. C'est un modèle de démocratie. Qu'on ne le veut pas, c'est un modèle de démocratie. Et que les populations sont suffisamment... Il y a la culture, c'est-à-dire sont suffisamment cultivées. Et dès que vous voulez faire quelque chose qui n'est pas dans leur intérêt, qui est contre la Constitution, vous allez les voir tous comme un peuple, unis comme un peuple, c'est ça. Vous avez vu Ousmane Sanko, vous avez vu l'arrestation de Ousmane Sanko, et tout dernièrement, donc c'est ça. Mais les gens même, ça dit, ils peuvent être même des militants. Voilà, c'est ça un peu la démocratie. Ils peuvent être des militants des militants de comment on l'appelle, du président sénégalais. Mais s'ils voient qu'il y a la cause nationale qui est en jeu, l'intérêt national qui est en jeu, vous allez les voir manifester aux côtés de l'opposition pour sanctionner donc c'est pour dire que le Sénégalais Macky Sall doit faire extrêmement attention. Il faut qu'il ait le profil bas, parce que le problème de Mali et de la Guinée l'attend, qu'on ne veut pas l'attendre, le problème est toujours sur le tapis. Alors comment va-t-il s'en prendre pour pouvoir faire revenir le Mali et la Guinée? Ça va être très difficile. Et que, bon, avec son amitié avec la France, qu'est-ce que cela peut apporter? Est-ce qu'il va venir envenimer la situation? C'est la question qu'on va se poser. Mais c'est que la crise est latente dans ces pays face à la CEDEAO. Allez, parlant de Mamadi Doumbouya, il a également dit, il a demandé qu'on évite de comparer
la Guinée, la situation dans son pays et celle du Mali? Non, moi je ne suis pas de ceux-là qui essaient un peu d'échelonner ces crises-là. Vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO a une seule et unique identité. C'est qu'elle est devenue la zone de forte turbulence démocratique parmi les subdivisions que nous connaissons en Afrique. Et c'est quand même dommage que quand même à l'interne qu'on puisse véritablement donc se permettre de pouvoir échelonner ces crises-là. Ces crises-là sont, c'est vrai, si même on peut avancer des motifs pour justifier d'une manière ou d'une autre ces crises-là, de toutes les façons, il y a eu des présidents qui avaient ce sentiment-là de pouvoir briguer, faire d'abord entorse aux dispositions constitutionnelles pour briguer un troisième mandat, et même au Mali, ce n'était pas véritablement donc la même chose, mais quand même, le président Ibeka avait été élu sur une élection fortement contestée, et qui était d'ailleurs même contestable avec des preuves qu'avançait donc l'opposition en face. Et là, c'est ce qui faisait dire donc aux analystes que c'était prévisible qu'on puisse véritablement donc arriver à une situation comme celle-là. Aujourd'hui, on commence déjà par constater des bribes au niveau du Burkina Faso, et moi je me dis le mécanisme d'alerte précoce que met en place d'habitude la CEDEAO pour prévenir un certain nombre de crises ne se fait pas sentir, ou carrément est un peu dormante, pour la simple et bonne raison que si l'on se réfère par le passé dans les mêmes conditions qu'on conduit disons, à la chute de Blaise Compaoré, on commence déjà par voir qu'il y a donc de ces bribes-là qui renaissent. De ces signaux. Voilà, et qu'on ne dit rien. Et c'est vrai également, moi j'évite qu'on puisse justifier le fait qu'un président donne l'assentiment d'un président qui fait donc le développement, donc on le laisse faire comme ce qui se fait donc au Rwanda. C'est vrai que le Rwanda fait de bons choix en matière de développement, etc. Mais on oublie véritablement que c'est un pays qui ne respecte rien en ce qui concerne donc les droits de l'homme. Mais ce que moi j'aime faire noter, c'est que aujourd'hui, lorsque nous prenons la politique étrangère du Sénégal, elle n'est pas percutante. On ne voit pas Macky Sall. Et j'estime que Macky Sall, au-delà de tout, moi, suivant des analyses sur des points que nous avions véritablement donc bien fouillés, Macky Sall serait pratiquement un fait voilà donc du pouvoir du Mali, compte tenu du fait que la question économique lui tient beaucoup à cœur. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même cracher dans les recettes que le Sénégal puise au niveau du Mali. Et le Mali, le port du Sénégal est essentiellement basé sur les apports du Mali. Et d'ailleurs, même il y a une voie ferrière qui relie pratiquement les deux pays. Un Mali dépendant. Et ça, Macky Sall, dépendant. Voilà. Lors du premier coup d'État que la CEDEAO s'était réunie pour prendre des sanctions à l'encontre du Mali, c'était véritablement l'un des chefs d'État qui était à l'avant-garde de cette interdiction. Il n'était pas prêt, surtout en pleine crise sanitaire, à ce qu'on puisse sanctionner donc le Mali, qui causerait d'énormes torts à l'économie. Au port Sénégal, au port Dakar. Et surtout, lorsque je prête un peu les mots de sa ministre des Affaires étrangères qui disait qu'il était également dans la même logique avec Mamadou Doumbouya, qui estimait que les coups d'État au niveau bien, carrément elle a parlé donc de crise au niveau de la Guinée n'est pas la même crise, au niveau du Mali n'est pas la même crise, au niveau du Soudan, etc. Donc moi je trouve qu'il était pratiquement à la touche, parce que ici il est question de pouvoir donc prendre des dispositions pour éviter à ce qu'on puisse en arriver là, dans une sous-région aujourd'hui qui, par le passé, était considérée comme l'un des sous-régions idéales, très intégrées, mais aujourd'hui on constate que au-delà, il y a non seulement des fissures, mais il est devenu pratiquement une sous-région qui constitue pratiquement une zone de forte turbulence et qui peut avoir des tentacules dans d'autres sous-régions, ce que nous ne voudrions pas donc les autres pays. Donc je pense qu'il faudrait quand même que l'idée soit bien mûrie pour éviter, d'abord permettre à ce qu'on aille à l'ordre constitutionnel et éviter que ces gens de ceux-là se reproduisent et envoyer, parce que c'est elle qui sera à l'avant-garde pratiquement à partir de l'année dernière, à l'avant-garde de toutes ces crises-là. Il faut accompagner. Et lorsqu'elle fait ces sorties-là, moi ça m'inquiète énormément. Je trouve que cette crise-là risque d'être encore plus longtemps, pratiquement ce que veulent encore ces gens-là qui disent que voilà, il faudrait qu'on ait une tradition de 10 ans. On risque véritablement d'en arriver là. Allez, Mamadi Doumbouya a adressé une ferme mise en garde aux anciens partisans d'Alpha Condé, aux anciens barons du régime selon ses mots, et à ceux qui troubleraient ce qu'il appelle ses efforts de rassemblement. Nous ne laisserons pas passer aucune, je dis bien aucune, attitude de nature à perturber cette atmosphère. On marque la pause pour le journal et on revient avec nos invités, Pasteur Edo Komi et Adam Adjronou.